Du coup, Xerius, c'est quoi les erreurs que tu retrouves le plus dans les entreprises qui scale trop vite et qui se retrouvent derrière avec des problèmes par rapport à ça? Quand tu dis qu'ils scalent trop vite, c'est drôle parce que il y a des personnes pour qui scaler, c'est faire 1 million par mois. Et en dessous d'1 million par mois, genre, t'as pas commencé le scaling. Il y a d'autres boîtes pour qui déjà 60 000 euros par mois, c'est déjà en fait une grosse accélération pour elles. Du coup, une des erreurs que je vois souvent, et je vais en donner plusieurs dans cette vidéo, mais la première, c'est d'être surstaffé. C'est-à-dire, c'est d'avoir des équipes qui sont de 30, 40 personnes avec des charges d'entreprise qui font 1 million par mois, alors que la boîte fait 60 000 par mois. D'être surstaffé, du coup, ça provoque beaucoup de choses, notamment des charges importantes, des process qui sont pas forcément clairs, des personnes qui se cachent dans l'entreprise, qui sont pas efficaces, qui sont payées, entre guillemets, à rien foutre. Et ça met en difficulté, au final, le business. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. Dans les entreprises qu'on aide, en fait, il y a beaucoup d'affect avec les équipes. Le fait de rester dans l'affect et d'être une famille, bah en fait, c'est une erreur parce que une entreprise qui performe, c'est censé être une équipe de sport. Et du coup, les mauvais éléments, entre guillemets, genre, ne sont pas censés être là parce qu'on doit garder les meilleurs. Et du coup, mettre de l'affect dans les recrutements, dans le fait qu'on va garder cette personne parce qu'on l'aime bien et non pas parce qu'elle performe, ça, c'est la première erreur. Je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de ce qu'on voulait, mais en vrai, c'est une erreur. Tu vois. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des pistes d'amélioration par rapport à ces 3 erreurs à la fin de cette vidéo. La deuxième erreur, et c'est en lien avec la première, mais je vais donner un autre exemple, de prendre des mauvaises décisions, enfin de prendre des décisions sans penser aux conséquences long terme de ces décisions. Quand on prend une décision et qu'on fait 10 000 euros par mois, par exemple, ou 20 000 euros par mois et qu'on a une petite équipe, bah en fait, prendre une décision, même si c'est une mauvaise décision, l'impact va être mineur. Et je vais donner l'exemple après. En revanche, du coup, avec le scaling, il se peut que cette décision qui était mineure à 20 000 euros par mois se retrouve être une décision qui met en danger tout le business à 100 000 euros par mois ou à 200 000 euros par mois. On prend un exemple. Je fais 20 000 par mois, je fais 30 000 par mois et je décide que mon équipe de sales sera payée sur le facturé et non l'encaissé. Du coup, les prospects deviennent clients, ils achètent mon produit. Par exemple, c'est un produit à 1 000 euros. Ils achètent un produit à 1 000 euros. Je paye mes closers, donc 80 euros parce qu'on est sur leur taxe. Le client, finalement, il paye que la moitié. Mes closers a été payé sur la totalité du facturé, même s'il y a eu que la moitié encaissée. Mais c'est pas grave, parce que on fait de l'argent, on fait 20, 30 000 euros, on n'est pas à 500 euros près, tu vois. On n'est pas à quelques euros près, ça change rien. Quand on a une équipe de closing de 5 personnes et qu'on fait 100 000 euros par mois, bah en fait, le fait de payer ses closers sur le facturé et non sur l'encaissé, bah en fait, ça peut faire des décalages de trésorerie de 10, 20, 30 000 euros par mois. Ce qui est notre marge, en fait. Du coup, ça peut aussi pousser à des mauvais comportements. Par exemple, l'équipe de closing, vu qu'elle est payée sur le facturé, elle s'en fout de d'apporter un mauvais client dans le business. Parce qu'elle sera payée. Même si le client ne paye pas, elle sera payée. Le closer sera tranquille, en fait. Elle envoie un mauvais client, le client paye que un quart de la somme, le closer est payé sur la totalité. Ok. Lui, il prend son argent, le business paye sur de l'argent qui n'est pas rentré. Et donc, on se retrouve avec un effet ciseau où, en fait, il y a un manque de trésorerie pour pouvoir continuer à payer les équipes et les frais du business et faire tourner le business, en fait. On pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là, parce que ça paraît idiot dit comme ça, mais c'est juste que c'est plus simple au début de payer sur le facturé parce qu'il n'y a pas à suivre les paiements et c'est une solution de facilité au début, mais du coup, on le paye à long terme, quoi. Ouais, on le paye. Et aujourd'hui, tu vois, on est en train de travailler avec une entreprise qui, justement, a fait cette erreur par simplicité, par facilité, comme tu dis, et aujourd'hui, qui se retrouve en danger financier avec des équipes de vente qui se révoltent parce qu'en fait, on a décidé de les faire passer, de les payer sur l'encaissé, en fait. Ils comprennent pas parce que eux, de leur côté, ils se disent si le produit n'est pas bon, c'est pas de ma faute. Moi, je dois être payé sur la vente. C'est pas mon problème, c'est le problème du business. Moi, j'ai fait le job, quoi. Et du coup, ça a créé une certaine culture, tu vois, au sein du pôle vente, une culture où, en fait, c'est les sales et le business d'un côté. Et c'est pas genre tout le monde ensemble, on est chacun de notre côté et moi, je me bats pour avoir mes coms et toi, tu te bats pour développer ton business, tu vois. Alors que non, un business, on est encore une fois une équipe de sport et on se bat ensemble pour un résultat. C'est pas l'un ou l'autre. Et ça, tu vois, je le vois souvent aussi, c'est dans certaines structures, au bout d'un moment, avec la croissance qui arrive, il y a des problèmes au niveau des différents pôles parce qu'en fait, chaque pôle
tient responsable l'autre pôle des erreurs. Genre, non, mais c'est lui, putain, les pôles sales, ils envoient vraiment des leads de merde et ça saoule le pôle livraison, tu vois. Enfin, et le pôle sales se dit, il est chiant le mec aux opérations, il veut absolument genre que je rentre dans les process de faire payer en 1, 2 et 3 fois et je peux pas faire des différents plans de paiement pour les prospects, tu vois. Et donc, ça m'empêche de vendre à cause de ce putain de mec aux opérations. Donc, il est contre le mec des opérations qui, lui, son job, c'est de tout structurer et faire en sorte que ça tourne de manière fluide et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage de trésor, tu vois. Les livraisons sont contre les sales et puis au-dessus, tu as genre le CEO qui en a marre de tous ces problèmes et de tous ces gens qui se tapent la tête, tu vois. Ça crée un problème de culture où tout le monde est contre tout le monde alors qu'on devrait créer un écosystème où en fait, genre tout le monde est gagnant-gagnant. Et quand les sales gagnent, ben en fait, le pôle livraison gagne. Quand l'entreprise gagne, les équipes gagnent, les clients gagnent et tout le monde gagne, tout le monde est gagnant et on crée un gâteau qui est plus gros pour tout le monde en fait. Super. Heureusement que je vais rester jusqu'à la fin pour avoir des solutions pour améliorer ça alors. Et le troisième point que je vois beaucoup, c'est au début, en fait, quand on recrute, on a une casquette de technicien. On fait 10, 20 000 euros par mois, on fait son métier et on fait ce chiffre-là en étant technicien, en faisant ce qu'on aime. Okay, au fur et à mesure que notre entreprise croît, on va faire de moins en moins ce qu'on aime parce qu'on va faire ce qui est nécessaire au business, à savoir la comptabilité, peut-être des choses encore plus poussées au marketing, au pôle vente, du management, gérer les opérations, gérer les clients. Et on va plus juste gérer les clients, mais on va avoir tout un business à gérer et on va sortir de la casquette du technicien qui fait son métier et qui fait ce qu'il aime et on va passer du côté du manager. Et on va recruter sa première personne pour s'épauler. Donc, un ou une assistante qui va vraiment nous épauler sur tous les pôles du business. Et le premier recrutement, c'est une personne qui va être notre bras droit, en fait. Tu vois. Cette personne, on va lui décharger beaucoup de choses et elle va prendre la responsabilité de beaucoup de choses. À ce moment-là, on est trop content parce qu'on se dit, ah, c'est trop bien, je peux enfin souffler dans mon business, je peux enfin me concentrer sur des choses qui sont à plus haute valeur ajoutée et on arrête de se concentrer sur du coup ce qui nous intéresse pas, ce qui nous saoule un peu, on les laisse à l'autre. Et c'est même pas de la délégation, c'est juste on se décharge sur l'autre. Le business croît, on recrute sa deuxième personne, ok ? Deuxième personne recrutée, troisième personne, cinquième personne, peut-être 10e personne. Et là, la première personne, elle en a marre ou elle a d'autres motivations, d'autres opportunités et elle décide de quitter l'entreprise. Là, on se rend compte de l'erreur qu'on a faite. C'est que cette personne-là, on lui a déchargé trop de choses sur lesquelles on n'avait pas un œil et sur lesquelles on ne sait pas faire. Et personne dans la boîte sait comment fait cette personne pour faire toutes ces choses-là en fait qu'elle fait. Donc au final, on se retrouve avec une personne qui peut partir et qui met en danger toute la boîte parce que seule elle maîtrise des choses. Et là, c'est problématique. Elle n'a pas processé ce qu'elle fait. Elle a peut-être pas le temps là de faire la transition, peut-être pas l'envie parce que ça y est, elle est démotivée de transmettre ce qu'elle sait à une autre personne pour qu'elle puisse prendre le relais. Et l'entreprise est en danger à ce moment-là en fait. Si on résume les 3 exemples que tu nous partages, c'est des exemples qui montrent comment une entreprise peut prendre des décisions qui fonctionnent bien à court terme et qui peut-être facilitent la vie de l'entreprise à court terme, mais qui mettent en danger l'entreprise à moyen long terme quand il y a de la croissance, ou même simplement avec le temps qui passe et les personnes qui changent. Ces 3 exemples-là, tu nous as dit, premier exemple, c'est de mettre trop d'affect, trop d'affinité avec les gens avec qui on travaille, et donc du coup, de ne pas oser se séparer d'une personne qui ne performe plus, mais qu'on veut juste garder par affect, par amitié, alors qu'elle ne performe plus et qu'elle met en danger toute l'entreprise et que c'est gagnant pour personne. Deuxième exemple que tu nous as donné, c'est le fait de fonctionner de manière facilitée et simplifiée avec les sales, par exemple, en les payant, en les rémunérant sur le facturé pour que ce soit plus simple et plus facile, mais ce qui crée des mauvaises habitudes, une mauvaise culture. Et le jour où il faut changer ça parce que ça ne marche plus et que ça met en danger l'entreprise, les équipes ne veulent plus accepter ce changement. Et troisième exemple, c'est le moment où il y a une tâche que j'ai plus envie de gérer et que je vais la déléguer à quelqu'un. Elle va la faire un peu à sa façon et je vais pas du tout regarder parce que j'ai plus envie de m'en occuper. Donc, je me dis, tiens, la personne le fait bien, je la laisse faire de A à Z et je mets pas du tout un œil dedans et je sais pas faire. Le jour où cette personne décide de partir du jour au lendemain ou même si elle tombe malade ou n'importe quoi, en fait, peu importe la raison pour laquelle elle est plus là le jour au lendemain, plus personne ne sait faire et ça crée un danger dans l'entreprise. La question, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de ça de façon simple? Est-ce que tu as des exemples et des pistes que tu peux donner sur comment on résout ça? Ouais. Le premier problème, tu as dit un truc qui était intéressant, c'est gagnant pour personne. Donc en fait, c'est se rendre compte, si la personne reste, qu'elle est plus inspirée à faire ce qu'elle fait, qu'elle a plus trop envie et qu'elle fait ça un peu par dépit, à côté de quoi elle passe? Qu'est-ce qu'elle perd? Parce qu'elle perd sûrement tes opportunités à travailler ailleurs, à s'épanouir, peut-être gagner plus et à apporter quelque chose à une autre entreprise qui a une autre mission, mais en étant pleinement investie dans cette mission. Donc ça, c'est ce qu'elle perd. Deuxièmement, genre toi, en gardant cette personne et en étant accroché à cette personne parce que tu l'aimes bien, qu'est-ce que tu perds? Tu perds potentiellement, du coup, le fait que tu n'as pas une autre personne qui est pleinement investie dans ta mission, dans ta vision
et avec toi, à tes côtés. Tu perds le fait que tu payes une personne un peu pour rien, donc tu perds de l'argent. Et du coup, en fait, ça t'impacte pour ta croissance, pour mieux travailler moins, faire plus de revenus, te faciliter la vie, puisque cette personne n'est plus la bonne personne. Tu vois. Toutes les deux, vous êtes perdantes dans ça. À partir du moment où vous réalisez ça, déjà, vous n'avez plus les mêmes discussions. Et la solution à ça, c'est juste d'avoir une discussion honnête avec la personne. Parce que probablement que si vous travaillez ensemble, c'est que vous voulez le meilleur pour chacun. Mais peut-être que vous n'êtes plus alignés aujourd'hui, mais vous voulez au fond le meilleur et le meilleur pour vous. Chacun veut le meilleur pour soi. Et si vous aimez bien, vous voulez le meilleur pour ceux que vous aimez aussi. Si vous aimez vraiment l'autre personne, vous devez avoir cette discussion difficile. Genre, montrer qu'on aime, c'est avoir ces discussions difficiles, tu vois. Ça demande un peu de courage, mais c'est super important pour tous les deux, pour tous les parties. Vous, la personne, l'entreprise, les autres entreprises. Donc, en fait, c'est tant que j'ai l'impression que ça va punir l'autre, j'ai pas envie d'avoir cette discussion difficile. Et à partir du moment où je me rends compte que ça va aider l'autre de prendre cette décision-là et d'avoir cette discussion-là, c'est beaucoup plus facile de l'avoir, c'est ça? Exactement. Le deuxième élément, c'était par rapport du coup au team sales. Quelles sont les solutions simples qu'on peut mettre en place pour éviter que ça arrive ou pour créer le changement à ce moment-là? Pour la team sales, en fait, ce que je vois souvent, c'est un manque de candidats qui fait que j'ai un ou deux sales qui performent bien, je suis accroché à eux parce qu'ils performent bien et en même temps, ils ont pas le bon mindset et ils me saoulent un peu. Ils apportent une mauvaise culture aux autres. C'est un peu des oranges pourries qui contaminent les autres, mais en même temps, ils performent. Et tant que j'aurai pas d'autres candidats qui performent en lice, je serai attaché à eux et je serai un peu dans une relation je t'aime, je te déteste. Voilà, je te veux pas. Une des solutions, c'est sortir de ce mindset de manque, en fait, scarcity mindset, d'être dans un mindset en mettant en place les bons process sur, OK, il y a 1 million de personnes qui voudraient travailler dans mon entreprise. Mon job, c'est de les attirer, c'est de les trouver. Donc, je mets en place un pôle RH où je mets en place des process pour avoir constamment un flux de candidats. Et quand il y a une personne qui part, j'ai déjà des candidats qui sont bons, qui sont en attente et limite qui sont prêts à être formés parce que j'ai aussi travaillé sur mon pôle onboarding des sales et je sais que je peux former en sales en une semaine top chrono. Le sales, c'est vendre mon produit et former à ma méthode et basta. Tu vois, l'argent, c'est l'oxygène du business et pour avoir de l'argent, il faut avoir des leads. Parce que si tu n'as pas de lead, tu n'as pas de clients. C'est pareil pour les sales. Ton pôle recrutement, c'est le pôle marketing pour les clients. C'est la même chose. Ton pôle recrutement, c'est du marketing, mais pour les collaborateurs. Du coup, c'est OK, qu'est-ce que je fais pour attirer des nouvelles personnes, des nouveaux leads en fait? Qu'est-ce que je fais pour les former? Comment je crée un programme? C'est pas un programme de coaching ni d'accompagnement pour les clients, mais c'est un programme de coaching et d'accompagnement en interne pour les former rapidement et c'est gratuit en plus. Eux, genre, tu leur vends le fait qu'ils vont être formés à tes méthodes et qu'ils vont devenir des meilleurs sales. Comment je rends ma marque sexy pour que ils aient envie de travailler avec moi et que quand ils disent je travaille pour cette personne, je travaille avec cette personne, en fait, genre ça soit fou en fait, genre que ça soit stylé de travailler avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grosse référence. Ensuite, recrutement et ensuite former les gens. Donc ça, c'est une des solutions qui peut également tout changer. Ok, et ça donc c'est pour ne plus avoir peur du coup d'avoir un sales qui part et de pas être dépendant de sa sales team. Tu as parlé aussi du problème qu'il peut y avoir de culture et du fait de cette cassure qu'il peut y avoir, de chacun en fait qui tire la couverture de son côté et qui remet la faute sur l'autre pôle. Comment est-ce qu'on sort de ça? En fait, généralement, c'est en changeant de personne. Parce qu'une personne qui a la mauvaise mentalité, tu as deux choix. Soit tu la fais changer, soit tu changes de personne. Et généralement, c'est plus efficace de changer de personne. Mais tu peux également la faire changer si vraiment tu es attaché et que tu crois que cette personne peut changer. En fait, c'est juste lui expliquer que si l'entreprise gagne, tout le monde est gagnant. Et sauf que demain, si ils sont payés au facturé, du coup, il y a des problèmes de cash flow et de trésorerie et que l'entreprise est en danger financier, dans 3 mois, ils n'ont plus de boulot parce que l'entreprise coule en fait. Donc personne n'est gagnant quand eux, ils facturent sur ce que l'entreprise n'a pas encaissé, tu vois. Et si une personne n'est pas capable de comprendre ça, bye bye, tu vois. Pour lui dire bye bye, il faut être dans cette capacité, il faut avoir cette capacité de recrutement et cette force de recrutement et de formation rapide en fait. Ok, super clair. Troisième élément qu'on a vu, c'est le fait d'avoir certains process qui dépendent uniquement d'une seule personne et du coup qui créent un risque pour l'entreprise. Comment on sort de ça? Quand on recrute une personne, on délègue. Et déléguer, c'est pas pareil que se décharger. On n'abandonne pas l'autre, on lui délègue des choses. Et donc, on va suivre ce que cette personne fait. On va mettre en place des process dès le début sur ce qu'elle fait. On va comprendre ce qu'elle fait. Chaque semaine, on va avoir des discussions avec cette personne. Tu vois. Un des trucs numéro 1 que je fais quand j'arrive dans une boîte qui a déjà une équipe, c'est de comprendre, OK, qui fait quoi? Qu'est-ce qui est dépendant de cette personne? Parce qu'on veut vite enlever les dépendances. Si c'est déjà le cas pour toi aujourd'hui, c'est juste te demander, OK, qu'est-ce que je maîtrise pas dans ma boîte aujourd'hui? Où est-ce que je suis pas clair sur les process? Et en fait, comment est-ce que
Je fais en sorte que ça soit clair. Je demande à l'autre personne, quand elle fait quelque chose, elle se filme en faisant un loom, par exemple, pour ensuite le mettre sur un Notion d'entreprise, des process. Et le jour où cette personne est en vacances, est en arrêt maladie ou veut partir, tout est déjà expliqué parce qu'elle a pris le temps de faire des looms de toutes les choses qu'elle fait. Et elle est remplaçable, en fait. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais on veut des gens remplaçables. On veut des process qui permettent de rendre les gens remplaçables et de pas dépendre d'eux dans l'entreprise, en fait. Et c'est en faisant ça, en fait, en se filmant, en créant des process, en demandant à l'autre personne, OK, je vois que tu fais tout ça, et tout ça, en fait, ça dépend de toi. Et demain, si tu pars en vacances, on est dans la merde. Est-ce que, avant telle date, tu peux filmer? Est-ce que lorsque tu fais cette prochaine tâche, tu peux te filmer, en fait? Ok, super. Ouais, c'est super clair. Et ça permet vraiment de comprendre que toutes les décisions qu'on prend, il faut se poser la question des conséquences long terme de cette décision et que des fois, il vaut mieux mettre en place quelque chose qui est un peu plus chiant au démarrage, c'est-à-dire expliquer aux sales qu'on les paye sur l'encaisser et suivre les paiements, demander les process de la personne dès qu'elle arrive plutôt que d'attendre qu'elle sache faire 20 milliards de trucs qu'on n'a pas suivis et essayer de ne pas mettre d'affect en étant clair sur les besoins et les attendus de chaque personne à chaque poste. En fait, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'énergie, mais c'est aussi ce qui nous protège de devoir s'occuper de ça plus tard quand on aura plein d'autres personnes à gérer en même temps, plein d'autres problèmes, plein d'autres clients, plein d'autres ventes et à un niveau où c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Ouais, et t'as dit un point important, et j'aimerais mettre l'accent sur ça, le souligner, c'est sortir de l'affect. Avec les sales, avec l'équipe livraison, peu importe, quand on fait un feedback sur, non pas sur l'émotionnel, mais sur factuellement. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement? Ce sur quoi, en fait, j'aimerais te donner un feedback. Il y a quelque chose qui est factuel et super important de donner des feedbacks sur le factuel. Donc là, à partir de ce moment, il y a deux choses. Soit tu es un chef d'entreprise et dans ce cas-là, on peut t'aider. Et il y a un lien en dessous de cette vidéo où il y a marqué pour les chefs d'entreprise. Tu pourras cliquer sur ce lien. Et deuxièmement, si toi, tu es dans l'équipe d'un entrepreneur et que tu as envie d'être formé pour pouvoir aider le chef d'entreprise avec lequel tu collabores aujourd'hui et que tu te sens peut-être pas assez compétent sur certaines choses ou tu sens que tu n'as pas la bonne posture pour pouvoir l'aider, en fait, on peut t'aider, on peut te faire monter en compétences pour que tu obtiennes la bonne posture, que tu obtiennes les bonnes compétences pour pouvoir l'aider et faire croître son business. C'est le deuxième lien dans la description. Il y a marqué pour les business partners. Tu cliques dessus et on va voir comment on pourra t'aider. Dans tous les cas, que tu sois la cible numéro 1 ou la cible numéro 2, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos qui sont à venir et on a trop hâte de te partager tout ça. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à cet Exarus et Alexandre. Ciao.